Bonsoir à toutes et à tous. Voici donc notre nouveau briefing. Alors, je crois que c'est le 106e, si je ne m'abuse. Voilà, donc si je me trompe, on me corrigera. 105, bah ouais, j'étais optimiste, mais donc 105e. Voilà, avec, je crois, ce soir, un briefing assez dense, puisque je crois qu'il y a de l'actualité à la fois politique, diplomatique, et dans tous les sens. Et puis, nous avons, comme on l'avions promis la dernière fois, une liste de Noël des livres à acheter avec Anne Goldévy. Merci Gilles et bonsoir à tous. Une actualité politique économique effectivement assez fournie, assez diversifiée. Je commencerai par vous parler de Victor Bout, euh, qu'on avait déjà évoqué la dernière fois. Victor Bout, vous le savez, c'est ce personnage condamné à 25 ans de prison aux États-Unis pour trafic d'armes, qui a effectué 14 ans de détention, qui a été libéré la semaine dernière, échangé plus précisément contre une basketteuse américaine, Madame Greener. Et depuis sa libération, il fait preuve d'une très grande activité, puisqu'il a d'ores et déjà accordé plusieurs entretiens au cours desquels il a apporté un soutien ferme, explicite à l'opération spéciale, entre guillemets, en Ukraine. Aujourd'hui, il a été reçu par M. Slotsky, qui est le nouveau patron du LDPR, le Parti libéral-démocrate, auquel il a adhéré. Ce qui laisse entrevoir probablement une carrière politique. Certains le voient bientôt député, d'autres à minima membres de la Chambre civique. En tout cas, le retour de Victor Bout et cette médiatisation est intéressante aussi parce que l'on voit beaucoup de mouvements sur la scène politique russe, en particulier au sein de la mouvance nationaliste. On a parlé ces dernières semaines des possibles ambitions politiques de Prégogine. Le retour de Bout, j'allais dire, rajoute un peu de complexité. Il y a un personnage qui, encore une fois, a manifestement une certaine envergure, y compris intellectuelle, et qui semble appelé à jouer un rôle peut-être d'ailleurs de capteur d'une partie de cette mouvance nationaliste, au profit évidemment du Kremlin. Autre nouvelle politique, le Parti communiste, qui a déposé un projet de loi visant à faire sortir la Russie du Fonds monétaire international. Évidemment, ce texte a très peu de chances, on ne peut pas dire aucune chance d'être adopté à la Douma d'État, mais c'est un signal envoyé au noyau dur de l'électorat communiste. Dans un autre registre, un sondage dont les résultats ont été divulgués par Lev Gudkov, le directeur scientifique de l'Institut Levada, et qui montre que finalement le soutien des Russes à la guerre en Ukraine n'a pas vraiment changé depuis le mois de mars. Fin février, c'était 68%, mars 80% et octobre 73%. Donc on voit un niveau assez constant, assez élevé, avec certes des disparités générationnelles, mais pas si prononcées que ça. Les jeunes, entre guillemets, de moins de 25 ans, soutiennent à hauteur de 62%, les retraités à 70%. Bon, on voit une différence, mais il n'y a pas de tranche d'âge où le soutien serait minoritaire d'après l'Institut Levada. Enfin, dernière nouvelle politique du jour, une déclaration du porte-parole de la présidence, M. Peskov, qui a dit qu'il n'y aurait pas cette année de grande conférence de presse de Vladimir Poutine. On sait que c'est l'un de ces grands événements qui ponctuent la vie politique ou la vie médiatique du Kremlin, au même titre que la ligne directe ou que l'adresse annuelle à l'Assemblée fédérale, qui elle aussi sera reportée à 2023. On voit que l'année qui se termine est à mains égards une année exceptionnelle. Quelques mots d'économie. La Banque centrale de Russie, dont les directeurs vont se réunir vendredi pour leur dernière session de l'année. Selon toute vraisemblance, le taux directeur, qui est actuellement à 7,5, ne devrait pas évoluer. La Banque centrale laisse la porte ouverte pour une baisse en début d'année prochaine. Autre information ou élément de contexte intéressant qui confirme ou qui illustre ce qu'on a dit au cours de nos dernières séances, les dépôts en yuan qui suscitent un intérêt grandissant en Russie. Alors,
ce que l'on voit par le nombre d'établissements financiers qui proposent ce type de produit. Il y en avait 13 au début de l'année, il y en a 49 aujourd'hui. Les banquiers notent qu'une partie des comptes libellés en devises occidentales, euros ou dollars, sont convertis en yuan. VTB, par exemple, a ouvert 7000 comptes en yuan, qui représentent compte dépôt de particuliers, qui représente 400 milliards de roubles, et ça représente 7% des dépôts en devises de la banque aujourd'hui, le yuan. Donc on peut dire que c'est encore marginal, que ce n'est pas très important, mais encore une fois, on part de très loin, peut-être presque de zéro, début 2022. Encore quelques chiffres, la balance des paiements qui est excédentaire sur les 9 premiers mois de l'année, 225 milliards. À la fin de l'année, on devrait s'approcher des 275 milliards. À titre de comparaison, l'année dernière, c'était 197. Donc, ça représente environ 13% du PIB. Alors, les choses devraient se tasser un petit peu l'année prochaine, mais malgré tout, l'excédent est attendu à 7% de la richesse nationale. Et enfin, dernière nouvelle, dernière annonce économique, là encore une déclaration de M. Peskov, qui nous fait savoir qu'un décret présidentiel sera publié dans les prochains jours qui officialisera les contre-mesures russes aux décisions européennes de plafonnement des prix du pétrole. Donc il y aura des décisions qui seront annoncées très rapidement. Voilà, Gilles, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on a une première question, mais je voulais moi-même revenir là-dessus. C'est sur la question, c'est comment Bout est-il présenté par les médias russes comme un marchand d'armes? La question, c'est est-ce qu'il est connu simplement parce que il a une petite célébrité en Occident, parce que à cause du film qui a un peu romancé sa vie, des choses comme ça. Donc, mais est-ce qu'en Russie, ça dit quelque chose aux citoyens lambda, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui va être présenté sous un jour différent pour justement occuper ce rôle auquel il pourrait être promis? Alors évidemment, la présentation qui en est faite dans les médias russes est assez différente des médias occidentaux. À ma connaissance, il n'est pas présenté comme un trafiquant d'armes, évidemment, mais comme un prisonnier des Américains, qui a un patriote prisonnier. Voilà, je pense qu'on n'entre pas trop dans les détails. Est-ce qu'il est connu? Oui, il commence à être connu parce qu'on en a parlé beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Pendant 10 ans, effectivement, il était surtout un sujet, si j'ose dire, pour les diplomates russes en poste aux États-Unis qui, dans le cadre de l'assistance consulaire, le visitaient. Mais ces derniers mois, ce sujet des échanges de prisonniers entre Russes et Américains étant plus médiatisé, je pense que le Russe moyen a entendu parler de Bout comme précédemment du pilote Yaroshenko et peut-être un peu moins de Madame Boutina il y a quelques années. Donc ce n'est plus un inconnu pour le citoyen russe. C'est quelqu'un qui est plus âgé que je vais dire ses prédécesseurs, Madame Boutina, Madame Chapman par exemple, qui, encore une fois, est peut-être promis à une carrière politique plus que médiatique. Donc à suivre. Mais évidemment, le narratif est très différent dans les médias russes et dans les médias occidentaux. Ce qu'il faut retenir de cette affaire aussi, c'est que les médias russes et le pouvoir russe se réjouissent finalement de voir que aux États-Unis, cette affaire-là met le président Biden en difficulté. Manifestement, c'est une bonne affaire, si j'ose dire, cet échange de Bout contre Madame Griner. Biden a dû se justifier. Il a dû expliquer que c'était saourien, alors qu'initialement, les Américains espéraient également la libération de l'ancien Marines Whelan. Ils ont dû accepter un échange moins favorable et qui suscite des questions à Washington. Et ça fait du bruit ici, et du bruit positif, ce qui est plutôt rare. En ce moment, les victoires sont assez clairsemées. Merci beaucoup de ces éclaircissements. Igor, est-ce que tu as une actualité riche également? Une actualité assez touffue. Alors, je voudrais commencer par des nouvelles du côté de la Turquie, puisqu'on a eu des entretiens discrets entre diplomates russes et américains vendredi, justement, pour parler des sujets décrits comme étant des irritants pour la relation bilatérale, les questions difficiles.
Ils ont parlé manifestement des questions liées au visa, au personnel des ambassades qui convient finalement de renvoyer pour que ces ambassades fonctionnent, enfin des sujets bilatéraux, mais les Américains jurent qu'il n'a pas été question d'Ukraine, puisqu'on ne parle pas d'Ukraine dans le dos de l'Ukraine, dans les discussions entre Russes et Américains vendredi, donc dans le sillage de cet échange de prisonniers qui a eu la semaine dernière et dont Arnaud vient de parler. Toujours du côté de la Turquie, il y a eu des entretiens téléphoniques entre les présidents Erdogan et Poutine, d'une part, et les présidents Erdogan et Zelensky, d'autre part, au sujet de l'accord céréalier, puisque les Ukrainiens souhaitent voir cet accord élargi à d'autres ports, et que d'autres ports ukrainiens puissent bénéficier donc des mécanismes qui permettent de sortir des céréales d'Ukraine. Du côté des Russes, les sujets étaient toujours liés à l'élargissement des garanties qui permettent d'exporter leurs céréales et leurs engrais à travers la mer Noire, même si les Turcs, une fois de plus, ne sont pas vraiment décideurs à ce niveau-là, hein. Ils sont plutôt, on l'a dit, ils ont plutôt un rôle technique dans cet accord céréalier. Il a été aussi question dans cet entretien entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan de l'agenda purement bilatéral, à savoir les questions énergétiques et aussi la Syrie. Alors sur l'énergie, tu as relevé le déplacement d'Alexei Miller à Istanbul, où il a rencontré le président Erdogan, là aussi vendredi. Il a été question dans les discussions du hub gazier, hein, vous savez, ce projet de hub gazier qui a surgi il y a quelques semaines. L'idée étant de remplacer entre guillemets hein, assez schématiquement ce qui n'existe plus en mer Baltique, à savoir les capacités qui transitent à travers Nord Stream 1 et Nord Stream 2 par une interface gazière, cette fois-ci en mer Noire, dont la Turquie sera un peu la maîtresse sur les côtes nord de la Turquie, dans la région de Samsun notamment, ou de Sinop plus précisément. Maintenant, on sait que les Turcs avaient aussi des revendications sur le prix du gaz qu'ils achètent aux Russes, puisqu'ils avaient posé des conditions assez ambitieuses. Ils demandaient 25% de rabais sur les achats de gaz ou une remise de paiement jusqu'à 2024 afin de, lever un peu la pression sur la livre turque, où il y a une inflation qui est colossale hein, en Turquie, hein, comme on le sait. On ne sait pas quelles conditions ont été acceptées, négociées, qu'est-ce qui s'est vraiment dit de ce côté-là. Toujours est-il que, pour faire le lien avec l'actualité, la file de tankers russes qui attendait en mer Noire et qui ne pouvait pas passer, souvenez-vous, j'en avais parlé dans le dernier briefing, eh bien, dès dimanche, cet embouteillage a commencé à se résorber puisque les tankers ont pu commencer à franchir les détroits turcs. Je rappelle qu'il y avait donc 19 navires en fin de semaine et même dimanche 27 navires qui attendaient de pouvoir franchir le Bosphore et les Dardanelles avec du pétrole à bord. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce pétrole majoritairement en fait n'est pas russe mais est kazakhstanais. Mais il n'empêche que les autorités turques, donc, comme j'avais expliqué, bloquaient le franchissement puisqu'ils demandaient des lettres de garantie supplémentaires pour ce pétrole afin de ne pas être, je dirais, touché par les sanctions européennes, hein, qui est l'embargo européen. Manifestement, les Turcs expliquent qu'ils ont reçu toute satisfaction avec des lettres de garantie qui leur étaient apportées. On peut aussi voir une conséquence directe de la visite d'Alexei Miller à Istanbul. On ne sait pas, mais pour information, la plupart de ces tankers, comme je disais, transportaient du pétrole kazakhstanais qui est exploité par l'américain Chevron. Donc c'était l'américain Chevron qui a été a priori lésé dans cette histoire-là avec les clients de ce pétrole kazakhstanais qui était bloqué et qui maintenant, manifestement, peut circuler relativement librement. Autre information, le 27e paquet d'aide militaire américaine à l'Ukraine, donc d'un montant de 275 millions de dollars, ce qui est assez plutôt la moyenne basse par rapport à ce qui se faisait auparavant. Auparavant, le dernier était de 400 millions, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve principalement des munitions pour les systèmes HIMARS américains et des obus de 155 mm, donc standard OTAN pour l'artillerie. Ils ont donc été prélevés sur les stocks de l'armée américaine. Également un entretien téléphonique entre Volodymyr Zelensky et le président Biden ce week-end. Toujours du côté des États-Unis, un sondage qui a été réalisé par le Chicago Council on Global Affairs, qui a été publié début décembre, le 5 décembre, en fait, la semaine dernière, sur l'évolution du soutien de l'opinion publique américaine à l'Ukraine. Alors, c'est un sondage qui a été réalisé auprès d'environ 1 millier de personnes à travers les 50 États des États-Unis à la mi-novembre, entre le 18 et le 20 novembre. Alors, en gros, les principaux résultats qu'il faut retenir, c'est tout d'abord je dirais, la fermeté de ce soutien à l'Ukraine. On voit qu'il évolue puisque le précédent sondage similaire avait été réalisé en juillet, excusez-moi.
Et donc, on voit que la majorité des Américains restent tout de même dans une posture de soutien à l'Ukraine, mais que ce soutien a tendance à s'étioler, en tout cas s'effriter, puisque à la question dans quelle mesure est-ce qu'il faut soutenir l'Ukraine aussi long que cela puisse-t-il durer, les Américains étaient 58% à dire oui, il faut soutenir l'Ukraine en juillet. Ils sont 48% en novembre à toujours approuver ce soutien. Et deuxième question, dans quelle mesure Washington devrait exhorter l'Ukraine à s'asseoir à table des négociations dès que possible? 38% soutenaient cette perspective en juillet, ils sont désormais 47% à la soutenir en novembre. D'autre part, comme je disais, 65% continuent de soutenir, excusez-moi, la livraison de matériel militaire américain à l'Ukraine. 66% continuent de soutenir l'assistance économique américaine portée à l'Ukraine. Et 73% disent toujours être prêts à accueillir, en tout cas à soutenir l'accueil de réfugiés ukrainiens aux États-Unis, et 75% à soutenir les sanctions adoptées contre la Russie. Donc on voit qu'il y a quand même un bloc, mais sur ce qui est des deux questions que j'ai évoquées auparavant, évidemment, il y a un rééquilibrage. Après, je ne le dirai pas en détail, mais il y a une décomposition par parti politique, républicain, démocrate, indépendant, qui fait apparaître quand même des différences assez intéressantes. Et dernière nouvelle, du côté de la France, on relève un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. C'est le troisième entretien téléphonique avec des responsables internationaux qu'a eu le président ukrainien ce week-end, donc Erdogan, Biden et Macron. Entretien donc dimanche entre l'Élysée et Volodymyr Zelensky, alors que la France accueille demain, mardi, deux conférences qui sont liées à l'Ukraine, une conférence internationale virtuelle, pour répondre rapidement et concrètement aux besoins de l'Ukraine dans l'hiver, donc l'énergie, le chauffage, l'eau, notamment, et voilà, au cours de laquelle Volodymyr Zelensky escompte présenter son plan de paix en 10 points. Et une deuxième conférence, celle-ci franco-ukrainienne, pour la reconstruction de l'Ukraine, à laquelle devraient participer 500 entreprises françaises. L'idée étant de répondre, enfin d'anticiper et de répondre aux besoins critiques de l'Ukraine, et notamment de la reconstruction. Voilà, Gilles. Impressionnant, toutes ces nouvelles, c'est intéressant. Alors là, peut-être encore un peu pour toi, là, question qui est connexe, je dirais. Le conflit entre l'Algérie et le Maroc est-il un nouveau terrain de jeu, entre guillemets, entre l'OTAN et la Russie? Moi, entre l'OTAN et la Russie, je ne pense pas. Il y a des positions qui sont connues depuis très longtemps. En fait, c'est la question sous-jacente du Sahara, occidental et du Front Polisario, etc. Bon, je pense pas que ça soit entre l'OTAN et la Russie. Les positions, une fois de plus, sont connues depuis longtemps. On connaît la nature de la relation entre la Russie et l'Algérie. On sait parallèlement que la Russie est en train de redécouvrir ou de découvrir des relations avec le Maroc, en tout cas de les étoffer. Bon, voilà, mais de là à dire qu'on importe le conflit Russie-OTAN sur le Sahara occidental, je n'ai pas le sentiment. Un élément, mais qui serait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire l'importation éventuellement de tensions vers l'Ukraine, c'est les rumeurs sur la possible livraison de chars T-72 en service dans l'armée marocaine, qui avaient été achetés ni à l'Ukraine ni à la Russie, d'ailleurs, mais à la Biélorussie, il y a une quinzaine d'années, et que certains pays de l'OTAN voudraient voir livrer à l'Ukraine. Mais ça n'a pas été confirmé pour l'instant. Alors, une autre question de politique étrangère internationale. Modi, qui est donc le Premier ministre indien, ne va pas rencontrer Poutine en fin d'année. Pourquoi? C'était prévu déjà? Alors, de façon générale, les leaders russes et indiens se rencontrent en fin d'année, généralement d'ailleurs entre Noël et Noël catholique en tout cas et le Nouvel An, puisque ni pour les Russes ni pour les Indiens c'est une période particulière, donc il y a généralement de la place dans l'agenda diplomatique. Les Russes disent, enfin Peskov a dit aujourd'hui que ce n'était pas prévu cette année, donc il ne fallait voir aucun signe, aucune démarche de la partie indienne. Personnellement, je n'en sais rien. Je constate qu'il y a eu des contacts récents à assez haut niveau. Le ministre indien des Affaires étrangères était à Moscou il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. On sait aussi que les Occidentaux cherchent à désaligner, si j'ose dire,
l'Inde de la Russie, en tout cas en faire en sorte que l'Inde prenne ses distances vis-à-vis de Moscou, ce qui pour l'instant ne se produit pas vraiment. Il y a eu quelques phrases qui ont peut-être été surinterprétées, prononcées à Samarcande notamment. Et puis il y a une position indienne très claire, par exemple, sur les achats de pétrole russe. Donc je crois que nul ne sait en réalité si une rencontre a été prévue et donc a été annulée, que ça soit monté en épingle en Occident ne fait aucun doute et ne doit pas nous surprendre, que ce soit minimisé par la partie russe non plus. Il n'y a pas de crise entre New Delhi et Moscou. Il y a sans doute une forme d'impatience en Inde. L'Inde préférerait, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, que les choses n'aient jamais commencé et surtout se terminent rapidement en Ukraine. Merci. Alors là, quelqu'un revient sur une information du dernier briefing. Lorsque le patron de IATA encourageait à ce que soit réouvert le survol de la Russie pour les vols asiatiques en provenance d'Europe, y a-t-il eu une réaction russe face à cette demande? Est-ce qu'une réouverture de l'espace européen aux avions russes pourrait être une contrepartie obligatoire? Ah bah, ça se ferait toujours sur la base de bilatérale, oui. Ça, en général, oui, enfin, indépendamment de ce qu'a dit le patron de l'IATA. Alors, ce que. Bon, déjà, c'est pas à l'ordre du jour hein, pour l'instant. On parle de réflexion pour ce qui pourrait arriver dans un avenir, espérons-le, le plus proche possible, mais raisonnablement, c'est quand même plusieurs mois devant nous, dans le meilleur des cas. Et c'était donc de commencer à se mettre dans cette optique-là, si j'ose dire. Et une fois de plus, je rappelle qu'il a prononcé, enfin, il a eu cette idée en lien à ce qui se passait en Chine et au fait que lui anticipait que les Chinois allaient probablement alléger la politique du Covid, du zéro Covid, dont on voit les résultats, dont on a vu les résultats récemment, et que cet allègement de cette politique zéro Covid devrait passer par une reprise des liaisons aériennes progressives, réouverture des aéroports chinois vers un trafic aérien plus dense progressif, et qu'à ce jeu-là, les Chinois auraient un avantage concurrentiel sur les compagnies aériennes, c'est que vraisemblablement pourraient utiliser l'espace aérien russe, ce qui ferait gagner quand même plusieurs heures sur le trajet entre la Chine et l'Europe, et c'est pas rien en termes de transport de passagers, et que par conséquent, les compagnies européennes seraient considérablement lésées à ce compte-là. Bon. Qu'ont répondu les Russes, moi, la seule information que j'ai vue passer côté russe, c'est que si jamais on devait accueillir de nouveau dans l'espace aérien russe des compagnies de pays étrangers, enfin de compagnies inamicaux, il devrait y avoir quand même comment dirais-je, un tri très strict sur qui pourrait survoler l'espace aérien, selon quel couloir, etc. Donc, probablement, d'après ce que j'ai cru comprendre, des procédures et de la bureaucratie supplémentaire pour contrôler quel avion fréquente l'espace aérien russe. Mais pour l'instant, c'est purement hypothétique, puisque voilà, on est quand même dans l'anticipation. Une naïve joueuse de basket contre un trafiquant international, cela semble un échange étrange et déséquilibré. En termes d'image, voir que la Russie s'efforce de libérer ce genre de personnage est très positif, tout comme l'oligarque ukrainien libéré contre des soldats ukrainiens. Oui, la question doit être posée. Simplement, l'image qui est façonnée ici de Victor Bout est une image très différente, encore une fois, de celle qui accourt en Occident. L'image qui est construite depuis des années, et dans le discours aussi hein, officiel de Lavrov, de Zakharova, c'est finalement un otage, un patriote russe pris dans les filets américains de façon injuste, détenu, etc. etc. Donc, évidemment, d'un point de vue objectif, oui, on pourrait acquiescer, mais c'est pas forcément comme ça que c'est présenté en Russie. Pour ce qui est de, je pense que la personne fait référence à Medvedchuk, hein, qui avait été échangé contre, d'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit, des combattants d'Azov, hein, du combattant d'Azovstal. Là, l'approche était différente, c'est-à-dire que là, je pense que le Kremlin était conscient du caractère pour le moins délicat, pour ne pas dire indéfendable de cette position. Et donc, ça a été très largement passé sous silence. Enfin, je dois confesser ne pas avoir vu les sujets traitant de la libération de l'échange de Medvedchuk, mais ça a dû être très discret, je pense. Et tant sur la personnalité du personnage que sur le rapport numérique entre les parties russes et ukrainiennes.
Des précisions demandées à Igor. Quels sont les 10 points pour la paix de Zelensky? Alors, moi, j'ai pas pu consulter le texte. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a été rendu public, mais tout ce qu'on en sait, c'est évidemment l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je crois qu'il y a des questions sur les réparations. Enfin, j'ai cru lire des commentaires par rapport à des personnes, enfin, des journalistes qui visiblement auraient eu accès aux documents, des réparations, en fait, ce qu'il raconte, enfin, ce qu'il explique depuis des mois. Donc, il y a pas, j'ai pas pu voir la formulation, mais je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on sait et ce qu'il répète depuis des mois, à peu près à tous les audiences où il est reçu, hein. Merci. Erdogan profite-t-il de sa position de force pour faire des demandes spéciales à la Russie? Ou pourrait-il en profiter? Par exemple, Kurdes en Syrie, le prix du pétrole, etc. Bah oui, en tout cas, il essaie d'exploiter une position, pas tellement de force de la Turquie, mais du fait que la Russie est accaparée par ce conflit en Ukraine et que par conséquent, elle a un petit peu, en tout cas, un peu plus qu'en apparence, délaissé la Syrie et par conséquent, les Turcs, évidemment, souhaitent exploiter. Mais attention, les bruits de bottes turcs à la frontière de la Syrie, c'est aussi une réponse directe à l'attentat qu'il y a eu en Turquie, il ne faut pas l'oublier, il y a quelques jours. Et Erdogan, estime-t-il, doit montrer à son opinion publique qu'il ne va pas en rester là et que ceux qui sont désignés comme les instigateurs et les coupables de cet attentat seront punis. Ça, c'est pas une surprise. Donc, l'idée, c'est aussi sur les Kurdes d'appuyer là-dessus. Et j'allais dire, dans une logique de billard à trois bandes, d'également faire pression sur les prétendants à nouveau statut de membre de l'OTAN, savoir la Finlande et la Suède, dont on sait que la Turquie, enfin, auquel la Turquie demande des extraditions et des concessions sur leur politique à l'égard de ceux qui sont considérés comme des réfugiés kurdes dans leur pays. Ça, c'est un premier élément. Après, sur le pétrole, c'est la question des. Bon, là, je l'ai déjà évoqué, mais sur les détroits, il faut voir que cette question, elle est récurrente dans l'histoire des relations russo-turques d'une manière générale. Mais si on regarde dans l'histoire récente, les Turcs ont eu tendance à se servir de cette histoire des détroits dès qu'ils souhaitaient faire pression sur la Russie. Dans les années 90, il y avait déjà eu, alors la Russie était dans une autre posture, évidemment, hein, mais les Turcs avaient déjà commencé à resserrer la vis sur les détroits, à commencer à, comment dirais-je, à ennuyer les Russes sur le franchissement des détroits parce ils voulaient obtenir des concessions sur tout à fait autre chose. Et qu'ont fait les Russes à l'époque, eh bien, ils ont activé ce qu'on appelle le levier kurde et ont commencé à réactiver leurs relations avec les Kurdes pour ennuyer les Turcs. C'est quelque chose qui est cyclique, qui arrive dans les relations entre les deux pays. Sauf que là, dans le contexte qu'on connaît, évidemment, ça prend une toute autre tournure, surtout que c'est adossé, on l'a vu, à des revendications, en tout cas des exigences turques sur le rabais, sur les prix du gaz, qui sont pas rien, mais qui là aussi sont pas tombés du ciel. Les Turcs ont déjà demandé il y a quelques années des rabais aux Russes qui étaient substantiels. Quand on a compris que ça se ferait avec les Turcs, hein, avec le Turkstream notamment, bon, bah, les Turcs ont tout de suite saisi cette occasion pour voilà, essayer de demander des gestes commerciaux sur le gaz qui toucherait à travers le Turkish Stream. Hein. Donc une partie du gaz va pour le marché turc et l'autre partie part à d'autres clients. Donc oui, mais ça fait partie de la façon dont ils fonctionnent tous les deux. Oui, enfin, je crois on en a vu de multiples exemples ces derniers temps. Donc, voilà. Peut-être juste pour compléter, il y a un sujet, plutôt une région où ces tentations turques est plus visible, c'est le flanc sud de l'URSS. Il y a eu il y a quelques jours un sommet Turquie-Azerbaïdjan, Turkménistan, avec le retour des discussions sur le possible acheminement du gaz turkmène en Turquie en contournant la Russie. Et puis évidemment le Karabakh, où les événements restent extrêmement inquiétants et où alors là, c'est plus l'Azerbaïdjan, mais avec manifestement la bénédiction d'Erdogan qui essaie de tirer les marrons du feu et de profiter de l'affaiblissement de la Russie. Alors, dans un domaine très différent, constatez-vous la mise en place d'une véritable stratégie de substitution aux importations en Russie? Et si oui, est-elle efficace? Belle. C'est un sujet qu'on aborde assez régulièrement. On n'a pas l'impression, pourtant, dans une période où les consommateurs sont plus concentrés peut-être que le reste de l'année, c'est-à-dire à l'approche des fêtes de fin d'année, d'avoir une pénurie de produits, quels qu'ils soient, dans les rayonnages, que ce soit des produits alimentaires, des biens de consommation. La raison en est principalement, comme on l'a déjà dit par le passé, du fait des importations parallèles qui entrent à camions et wagons entiers par les frontières turques notamment, mais pas simplement.
Donc non, pas de sentiment en tout cas du point de vue du consommateur. Alors une forte russification par contre sur les produits alimentaires, ça on l'observe dans tous les supermarchés, dans toutes les grandes surfaces, de plus en plus de marques de distributeurs à la place des petites marques qu'on avait pu avoir par le passé. De manière générale, une forme de concentration de l'offre. Mais pour le reste, en termes que ce soit de qualité ou de quantité, on n'a pas l'impression d'être perdant. Mais là, on parle de produits de grande consommation en ce qui concerne les équipements aux entreprises, choses comme ça, là où il y a des vrais problèmes de substitution. Est-ce que ça se met en place aussi? C'est un discours qui, là, pour le coup, remonte à 2014, la fameuse harangue de la substitution aux importations. C'est difficile à observer parce que les gammes également évoluent. C'est vrai essentiellement dans le marché automobile, où des modèles plus rustiques font leur apparition chez les grands fabricants. De là, sur des industries de pointe, je crois qu'elles sont quand même assez majoritairement ralenties depuis le début de cette opération spéciale. Nous n'avons pas eu à la Chambre de commerce de nouvelles d'entreprises ayant cessé ces dernières semaines de fonctionner faute d'approvisionnement, faute de pièces détachées. Peut-être Arnaud, tu as des compléments d'information à apporter là-dessus. Non, oui, enfin, je vais dans ton sens. La substitution d'importation, c'est à l'ordre du jour depuis 2014. Ça a plutôt bien marché dans le domaine agroalimentaire, où on a vu depuis plusieurs années des investissements russes et donc des productions en hausse, que ce soit dans le domaine des céréales, mais pas seulement. Donc, s'il y a un domaine où ça a marché, c'est plutôt celui-ci. C'est le résultat aussi des contre-sanctions russes adoptées en août 2014, après les sanctions européennes, contre-sanctions sur un certain nombre de produits agroalimentaires. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Pour le reste, dans le domaine industriel en particulier, assez rapidement, à partir de 2015-2016, au-delà du discours, on a vu que c'était business as usual, en tout cas il y avait un léger décalage entre les mots d'ordre et les réalités, et que de façon assez naturelle et prévisible, les Russes ont privilégié les solutions de facilité. Alors évidemment, depuis le printemps, depuis l'adoption de sanctions nombreuses et dures et très problématiques, le gouvernement est revenu vers ses mots d'ordre, vers ses priorités. Et cette fois-ci, je dirais, semble-t-il, de façon plus systématique et plus sérieuse, sauf que beaucoup de temps a été perdu. Et là, il y a des enjeux immédiats, on le voit dans certains domaines énergétiques, enfin, il y a des équipements qui ne peuvent pas être produits aujourd'hui en Russie, peut-être qu'ils le seront dans quelques années, mais cela nécessitera des investissements et du temps. Donc il peut y avoir, et il y a, on le sait dans certains domaines, des projets qui sont gelés faute d'accès à certaines technologies. C'est l'un des grands enjeux à moyen terme. Est-ce que la Russie est capable, alors soit de contourner les sanctions, c'est-à-dire de se produire, de se procurer ces équipements de façon. Là, on ne parle pas de biens de consommation, on parle de choses très sensibles, de façon générale, des semi-conducteurs, des technologies de liquéfaction, etc., etc. Peut-être à la marge, mais certainement pas pour compenser les productions antérieures. Est-ce que la Russie donc, est capable elle-même de créer ces technologies? Sans doute dans certains domaines, pas dans tous, mais encore une fois, il y a 5 à 7 années difficiles pour certains acteurs économiques. L'un des auditeurs abonde dans notre sens, parlant plus spécifiquement de l'industrie pharmaceutique. Selon lui, elle n'est pas du tout touchée des prestataires locaux remplaçant les prestataires occidentaux. Effectivement, qui n'est pas une industrie sous sanction, on le dit fort judicieusement Arnaud. Alors, une question un peu différente. Dimitri Muratov, rédacteur en chef du journal indépendant russe Novaya Gazeta et prix Nobel de la paix 2021, était ce matin sur France Inter. Il disait, ouvrez les guillemets, journaliste, c'est un métier aujourd'hui interdit en Russie. Fermez les guillemets. Partagez-vous ce sentiment? Peut-on encore faire du journalisme en Russie ou bien c'est s'exposer à des poursuites?
Non, le métier de journaliste n'est pas interdit en Russie. Il y a des journalistes en Russie. Évidemment, le degré de dangerosité ou d'exposition dépend de vos sujets. Très clairement, faire aujourd'hui du journalisme politique dans l'acception française ou occidentale du terme, il faut être clair, c'est effectivement s'exposer à des risques colossaux. Et d'ailleurs, les gens qui essaient de le faire le font depuis l'étranger généralement. Ou, comme M. Muratov, ont dû fermer leur journal le temps de l'opération spéciale, entre guillemets. Pourquoi? Parce que M. Muratov estimait que la législation adoptée depuis février, en particulier la propagation de fausses nouvelles liées à l'armée russe, l'empêchait de faire honnêtement et son travail. Donc, encore une fois, c'est pas tout blanc, tout noir. On connaît tous les évolutions politiques russes avant le 24 février, depuis. Il y a d'excellents journalistes économiques en Russie, il y a d'excellents correspondants diplomatiques. On peut lire des choses très intéressantes sur la société russe. Évidemment, il y a des sujets militaires, hein, pour des raisons très claires, des sujets politiques aujourd'hui qui sont sensibles et qui ne sont plus abordés ou plus depuis la Russie en tout cas. Ça, c'est très clair. On a deux questions, enfin deux auditeurs qui nous parlent d'un colis suspect reçu à jour à l'ambassade de France avec une souris, une araignée morte. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Non. Bon, donc prochain briefing, on aura sans doute des choses intéressantes à dire sur la symbolique de cette souris, de cette araignée morte. Peut-être une comptine, peut-être. On verra. Vous pouvez continuer à poser vos questions, mais je pense qu'il est temps qu'on passe la parole à Anne Koldéfi, qui nous a préparé une liste sans doute passionnante, et j'en suis sûr, de livres à acheter pour Noël, à offrir, à lire, à distribuer. Anne, est-ce que tu es en ligne? Je suis en ligne, je ne sais pas si vous m'entendez. On te voit, par contre, mets ta caméra. Voilà. Ma caméra, oui, elle s'obstine à ne pas se mettre. Voilà. Je vais commencer par les prix, non pas le prix des livres, le prix économique, mais les prix décernés aux auteurs pour leurs livres cette saison. Et puis, il est de bon ton d'offrir et de s'offrir les prix pour les fêtes de fin d'année. Alors, un prix dont le résultat était très évident, pratiquement couru d'avance, c'est le Médicis étranger pour le roman d'Andrei Kourkov, Les abeilles grises, roman écrit en russe. Andrei Kourkov n'est pas ukrainien puisqu'il est né à Leningrad, mais il est en Ukraine depuis très très longtemps et il est considéré aujourd'hui comme un écrivain ukrainien contemporain majeur. Je dois dire que mon petit coup de griffe, selon lequel c'était couru d'avance, n'enlève rien au roman de Kourkov, qui est un roman tout à fait intéressant. Et je le conseille, il ne fait que 409 petites pages. Donc, par les temps de froidure, c'est plutôt agréable, ça occupe. Et je souligne aussi le fait qu'il est publié en français par les éditions Liana Levy, une maison d'édition tout à fait courageuse, totalement indépendante depuis 35 ans. Et je pense que tant mieux pour les éditions Liana Levy d'avoir eu ce Médicis étranger. Alors, moins évident au départ, le prix du meilleur livre étranger dans la catégorie non-fiction a été attribué à Maria Stepanova, écrivain de Russie, pour son gros livre En mémoire de la mémoire, paru chez Stock dans la collection qui est maintenant centenaire depuis quelque temps, c'est-à-dire la collection La Cosmopolite. Très belle collection. Alors, ça n'est pas un roman, ça n'est pas vraiment un essai. Alors, vous allez me dire, c'est quoi sur 592 pages? Mais c'est une réflexion à la fois sociologique, poétique, psychologique, historique
sur la mémoire, le fait qu'on n'arrête pas de parler de la mémoire, de la nécessité du souvenir, et finalement, de quoi on parle quand on parle de la mémoire. C'est un livre qui se lit très agréablement et mais il faut évidemment pas le lire d'une traite, enfin vous pouvez toujours, hein, mais il vaut mieux le lire par petits chapitres parce que ça entraîne un certain nombre de réflexions. Troisième prix, pour le mage du Kremlin, donc je ne vais pas m'y attarder trop longtemps parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, de Giuliano da Empoli, prix roman écrit en français et qui a failli avoir le Goncourt. Il était dans la shortlist, dans la liste finale, et qui, en revanche, a eu le grand prix du roman de l'Académie française, c'est quand même très chic. Alors, c'est un livre paru dans la collection blanche, la célèbre collection blanche de Gallimard, et qui ne fait que 288 pages, roman, mais dans lequel on reconnaît un certain nombre de personnages existants en Russie aujourd'hui, et qui tient en haleine. C'est un roman tout à fait intéressant. Alors, je voudrais terminer cette sélection de prix par un prix russe. Jeudi dernier, le Balcha Kniga, qui est un prix très important en Russie, a été décerné à Pavel Basinski pour son essai Podlinaya Historia Anna Karéninai, la véritable histoire d'Anna Karénina, qui est une sorte de guide à travers le roman de Tolstoï. Il ne fait que 384 pages. Et puis, si on n'a pas envie d'entrer dans ce livre, qui est quand même un livre qui se lit très, très bien, très agréablement, mais qui est un peu un livre savant, on peut en profiter d'éventuels congés de fin d'année pour relire Anna Karénina. Anna Karénine, comme on dit en français, qui fait toujours rigoler les Russes, parce que lui donner un nom de famille masculin, ça fait très bizarre. Là, je ne vous ai pas donné d'édition, des éditions de poche en français à la Pléiade. Vous avez pléthore de possibilités de le lire ou de le relire. Alors là, ce que je vous ai indiqué, ce sont de gros livres jusqu'à maintenant, mais je dirais que ce ne sont pas encore des pavés. J'ai 2 pavés incontournables à vous conseiller. L'un qui est sorti il y a déjà 1 an, et dont on a assez peu parlé, c'est le Dersou Zala de Vladimir Arseniev. Vous me direz, mais Dersou Zala, on l'a déjà lu. Non, vous ne l'avez pas lu. Parce que ce qui était publié jusqu'à présent, jusqu'à il y a 1 an, c'était des extraits du livre d'Arseniev et qui avait été choisi d'après le film de Kurosawa, film qu'il est conseillé de voir et de revoir. C'est un très beau film. Là, c'est l'intégralité du livre d'Arseniev. Et je trouve que, d'une part, Dersou Zala, le personnage y est tout autant que dans la version non intégrale, mais il est resitué dans le contexte des expéditions de Vladimir Arseniev, qui était un militaire qui a fait des expéditions, qui a découvert pas mal de choses et qui surtout, dans ce texte intégral, il existe ce personnage. Et jusqu'à maintenant, on n'attirait l'attention que sur le personnage de Dersou Zala, quasiment le bon sauvage. Là, ça prend une autre dimension, une autre orientation, et je recommande tout à fait. En plus, ça se lit très, très agréablement. Et puis, alors ça ne fait que 760 pages, donc pour un pavé, c'est correct. Et je terminerai pour cette rubrique des pavés, par une édition parue à l'Institut d'études slaves à Paris et aux éditions L'Inventaire, les lettres d'un voyageur russe de Nicolas Karamzin, 784 pages. Karamzin est en Europe pour la première fois
en 1789-1790. Il se balade en Allemagne, en Suisse, en France, pendant une période quand même assez chaude, et en Angleterre. Et il va écrire ses lettres dans un après-coup. C'est une écriture magnifique, d'une part. D'autre part, si vous cherchez sur Internet, vous vous apercevrez qu'il y a déjà des lettres d'un voyageur de Karamzine qui sont publiées, qu'on trouve encore, mais ce sont des extraits. Là, pour la première fois, c'est un travail remarquable qui a été fait par Rodolphe Baudin, qui est un spécialiste français du XVIIIe siècle russe, qui a fait une introduction vraiment extraordinaire, excellente. Sa traduction est très bonne et il y a des notes et commentaires. Alors là aussi, comme pour le livre de Stepanova dont je parlais tout à l'heure, il faut lire par petits bouts, réfléchir, savourer la langue de Karamzine et le travail de Rodolphe Baudin. Je terminerai en ajoutant qu'il y a une centaine de gravures qui sont reproduites dans le livre. Donc, c'est aussi un très beau cadeau. Je passe à une curiosité, à savoir la réédition du journal russe de John Steinbeck avec des photos de Robert Capa, traduit de l'anglais, pour une fois, chez Gallimard, qui ne fait que 304 pages. Et on a, en fait, la première édition, il y avait moins de photos, datait de 49, toujours chez Gallimard. Et puis là, on a réédité, ajouté des photos et une préface de Nicolas Werth. Steinbeck, en 1947, Steinbeck et Capa voyagent 40 jours de Moscou à Stalingrad en passant par l'Ukraine et la Géorgie. Et c'est, au fond, le premier photoreportage libre avec des guillemets, en URSS. C'était une commande du New York Herald Tribune. Ils vont visiter des fermes, ils vont visiter des usines, ils s'entretiennent avec un tas de gens différents. C'est vraiment une curiosité, c'est tout à fait intéressant. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette année, là, il n'y a pas longtemps, le même ouvrage est paru en russe. John Steinbeck, vous le voyez ici, et Robert Capa, Ruski Dnevnik, chez Exmo. Donc, c'est une coïncidence. Je pense qu'il n'y a pas eu, rien n'a été prévu, mais c'est comme quoi c'est dans l'air du temps et que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, je vais terminer par les livres jumeaux, ce que j'appelle les livres jumeaux, c'est-à-dire des livres qui sortent en français et en russe, 2 éditions différentes, mais dans le même format, la même présentation. Je commencerai par le Nicolas Berdyaev de l'Esprit bourgeois, qui est une réédition d'un livre qui avait été publié de 5 essais, qui avait été publié en 1949 à Genève, et qui est republié ici par les éditions des Sirtes et les éditions L'Inventaire, dans une nouvelle collection de ces 2 maisons d'édition, qui s'intitule Questions maudites. Alors là, c'est pour les fainéants, c'est 150 pages. Franchement, on n'en meurt pas. Sauf que c'est quand même un peu de la philosophie. Et puis, vient de sortir donc le jumeau russe, Nicolas Berdyaev à Dukhovnoye bourgeoisie, par les éditions Nouveaux Angles et les éditions des Sirtes, Nouveaux Angles Moscou, les Sirtes Genève, 184 pages. Alors pourquoi est-ce qu'il est plus gros que l'édition française? Parce qu'il y a une préface de Kozyriev, qui est une introduction qui est un petit peu plus conséquente que dans l'édition française, dans la réédition française. Et là aussi, c'est la série, la collection Rakavoyeva Procès. Il y aura d'autres choses qui vont paraître dans cette série, mais il faut attendre février. À propos de février, je vous annonce que le livre Vie et destin de Vassili Grossman, qui était pratiquement introuvable aujourd'hui, aussi bizarre que ça paraisse,
va être réédité en grand livre, en grand format, par les éditions Calman Lévy. Mais là aussi, il faut attendre février. Voilà, bonne lecture et bonne fin d'année. Retour sur le salon non-fiction, je sais que tu y étais, donc est-ce que tu as quelques commentaires à faire? Oui, ça a été un salon vraiment tout à fait intéressant. On était les seuls éditeurs étrangers, à la fois étrangers et pas étrangers, parce que c'était le stand des éditions Nouveaux Angles, qui est une société russe, mais où évidemment la partie française, c'est une maison d'édition qui ne dépend pas de la CCIFR, mais qui est quand même cousine, qui est quand même très proche. Donc, on était les seuls et vraiment les lecteurs, le public étaient ravis d'avoir, de voir que les éditeurs étrangers ne l'oubliaient pas complètement. J'ai même eu des gens qui m'ont dit, qui m'ont acheté un livre en français en disant, bon, je vois qu'il est temps qu'on apprenne le français. Ce qui était absolument invraisemblable. Ils ne connaissaient pas 2 mots de français, ils ont acheté un livre en français. Donc, tous les espoirs sont permis. Eh bien, et ça fera un peu de travail pour nos voisins de l'Institut français Tout à fait. et tous nos adhérents qui donnent des cours. Voilà. Quelqu'un nous signale, je n'ai jamais trouvé Kourkov dans une librairie russe. D'ailleurs, personne ne le connaît. En Russie, non, c'est vrai. En Ukraine, oui, on le connaît bien. Je crois que sa célébrité a commencé comme ça arrive de temps en temps. C'était arrivé pour Berberova, pour son premier livre chez Gallimard. La célébrité lui était venue en Russie par la suite. Après cette première traduction, j'ai un peu le sentiment que la célébrité de Kourkov lui est arrivée avec la publication de son Pingouin, Le Pingouin, aux éditions Liana Levy, d'ailleurs. Il y a déjà quelques années, que petit à petit, il est devenu l'écrivain ukrainien contemporain dont on parle le plus. Merci infiniment. Alors, on va finir ce briefing sur un petit commentaire qui était destiné. Merci beaucoup pour votre traduction de En mémoire de la mémoire de Stepanova. Sublime livre que je peux, grâce à vous, offrir à mes amis francophones. Donc, merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis très touché. Donc, merci à tous pour votre fidélité, votre attention, d'avoir suivi ce briefing particulièrement dense aujourd'hui. Merci à nos intervenants, comme toujours. On ne dira jamais assez combien ils sont brillants, remarquables, informés et tout ça. Donc, merci 1000 fois. Et Pavel, tu avais des choses à dire, pas spécialement? Si. Avant de nous retrouver jeudi, nous allons sans doute tous crier Yallah Yallah lors du match de football qui nous attend après-demain. Vive la France! Tenez bon les Bleus. Nous sommes à côté de l'équipe de France dans son périple. Bien, et nous sommes, bien entendu, Chambre de commerce et d'industrie France-Russie, à vos côtés dans cette période compliquée, mais porteuse d'espoir avec l'équipe de France. Voilà, bonne soirée, à bientôt.